C'est bon. Bonjour. Donc pareil, à l'ancienne, avec mes papiers. Je m'appelle Nathalie Jaunet, je suis sophrologue, membre de la Fédération française des sophrologues, pareil, qui est un gage quand même de garantie par rapport à notre parcours de professionnalisation. Avant d'être sophrologue, j'étais assistante sociale. C'est d'ailleurs grâce à ce métier que j'ai pu découvrir la sophrologie, puisque j'accompagnais des groupes dans la motivation, l'estime de soi, et puis j'ai découvert la sophrologie, je suis tombée dedans. Et après une usure professionnelle, j'ai choisi de me réinventer professionnellement. Je suis là aujourd'hui. Donc je vais vous présenter la sophrologie. Ce que je vais vous présenter est un parti pris, puisque la sophrologie, tout le monde connaît cette discipline. Elle est assez méconnue, puisque ce qu'on en retient souvent, c'est la relaxation. C'est pas ça, on utilise la technique de relaxation pour travailler autre chose. C'est extrêmement vaste, on peut travailler dans énormément de domaines. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est un peu la philosophie de la sophrologie, une philosophie du lâcher-prise. Alors on a tous, en fonction de ce qu'on est, en fonction de notre histoire, notre propre définition de ce que c'est que le lâcher-prise. Moi, je choisis celle-ci. Lâcher-prise, c'est faire et laisser faire, c'est-à-dire être à mi-chemin entre une posture de tout contrôle et une posture de fatalisme et d'attentisme. Voilà, c'est ma définition, c'est à partir de ça que je travaille. Donc il s'agit bien sûr d'être acteur de sa vie, mais d'accepter aussi que tout ne dépend pas de nous et de constater que si l'on est dans une posture de confiance et d'ouverture face à la vie, eh bien c'est dans ces cas-là qu'elle se montre en général la plus généreuse. Donc c'est une philosophie, mais pas que, parce que sinon on resterait dans une spéculation intellectuelle, et puis ça ne ferait pas tellement avancer, en tout cas, pas pour ce que vous venez chercher ici. Donc c'est une philosophie, mais aussi une technique qui permet le changement, qui permet de s'approprier, de vivre cette philosophie de vie. Et une technique qui a été créée par le professeur Caicedo, qui était un neuropsychiatre, donc c'est un médecin qui est à l'origine, et qui a su s'inspirer de différentes techniques orientales, mais les adapter à notre monde, de nombreux grands penseurs, dont ce cher Descartes, je pense donc je suis, et dont l'interprétation de son œuvre a quand même placé le cerveau au-dessus de tout. Or, l'esprit ne domine pas le corps, il fait partie du corps. Société occidentale qui sublime, qui expose, qui magnifie le corps, mais qui ne l'habite pas. Le corps est considéré dans nos sociétés comme étant au service de l'esprit. Il est d'ailleurs courant d'entendre ne t'écoute pas, ou bien mets-toi un coup de pied aux fesses et puis ça ira mieux. Il m'était même arrivé de voir dans une salle de sport, si ton corps souffre, dis-lui de se taire. Donc ça, évidemment, ça me fait bondir. Bref, autant d'injonctions qui nous poussent à dominer notre corps et à ne pas l'écouter dans ses besoins. Or, le corps est toujours de notre côté. Il n'est jamais contre nous. Alors je sais que c'est une chose qui peut actuellement être difficile à entendre pour vous, mais notre corps fait du mieux qu'il peut avec ce qu'on lui propose. Et un dysfonctionnement vient nous interpeller pour nous signifier bien souvent un conflit intérieur dont nous n'avons même pas conscience. Car corps et esprit sont une seule et même chose. Et le corps, pour le sophrologue, est l'équivalent de l'inconscient pour le psychanalyste. Notre corps est le reflet de notre psyché, et se révolter contre son corps, c'est aller contre soi. Même chose pour la vie. Plus on résiste et plus ça existe. Nous avons tous autour de nous des exemples de personnes qui espéraient tellement une chose qu'à force d'attendre, elles ont fini par renoncer. Et c'est à ce moment-là, à ce moment précis, que ce qu'elles n'attendaient plus arrive. Donc, et le corps dans tout ça?
Nous sommes donc un corps, avant tout, un corps qui pense, mais un corps. D'ailleurs, notre corps n'a pas besoin de cerveau pour fonctionner. Un corps, c'est digérer, cicatriser, respirer, sans avoir recours à la réflexion ou à la volonté. Nous sommes un corps et un esprit composés de ces deux dimensions, un corps dont la particularité d'être limité, concret, fini, et une dimension psychique dont la particularité est d'être illimitée. Donc en sophrologie, on s'appuie beaucoup là-dessus, puisque cette dimension psychique d'imaginaire et d'abstraction nous permet de grandes et belles choses, mais c'est une dimension dans laquelle on ne va pas lorsqu'on traverse des situations difficiles, puisque si ça ne va pas, ça n'ira pas à l'infini. Donc à ce moment-là, on apprend, on a des outils pour se rapatrier sur son corps, s'ancrer, et du coup gérer le stress, entre autres. Donc je suis un corps qui pense. Et ça, ça semble pas grand-chose, mais c'est quand même autre chose que d'être un esprit sur jambes. Et c'est lorsqu'en fait nos pensées viennent interférer que le corps dysfonctionne. Par exemple, dans le cas de maladies psychosomatiques comme le psoriasis, côlon irritable, etc. Enfin, ça, on les connaît toutes. Et là, personne n'est surpris. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on est capable de se faire du mal, de s'abîmer. Et ce canal-là, justement, qu'on utilise de manière négative, parfois destructrice, eh bien, on fait le pari de l'utiliser autrement, puisque nous avons cette capacité de relier notre corps et notre esprit. On va le faire, mais de manière positive. Ça, par contre, c'est souvent beaucoup plus difficile à admettre. Donc, voilà. Et en plus, de nombreux penseurs tels qu'Einstein précisent que si nos pensées n'existent pas, elles ne sont pas matérielles, elles ont une influence sur notre corps. L'exemple du stress. Le stress est quelque chose de physique. C'est une capacité à réagir à une situation donnée. Donc ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui nous arrive. Ce sont le produit de nos pensées. Et le stress impacte notre corps. Le corps et l'esprit ont un langage biologique commun. Donc la sophrologie, ici, ce que je pourrais en dire, c'est ça va passer par la conquête du corps. Et qui dit conquête du corps, dit conquête de l'esprit. Donc, en quoi tout ça? Vous allez me dire, en quoi tout ça, est-ce que ça peut vous aider? Donc, par expérience, pour avoir accompagné de nombreuses femmes, de nombreux couples en parcours de PMA, la sophrologie est un soutien précieux pour les patientes d'abord qui sont soumises à un stress parfois très élevé, qui non seulement peuvent déclencher un nombre de symptômes assez importants, physiques, désagréables, à gérer, mais qui en plus va venir impacter le corps, puisque ça peut gêner, même empêcher la nidation, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. La PMA est un parcours très médicalisé, long, parfois douloureux, souvent, et la femme peut se sentir dépossédée de son corps. Il est alors essentiel de pouvoir être partie prenante, de ne pas avoir le sentiment de subir, impuissante. Parce qu'avec ce sentiment-là, ça va encore plus renforcer le sentiment de contrôle et ça va venir également alimenter ce cercle vicieux. Donc la sophrologie va vous permettre avant toute chose de reprendre contact avec votre corps, ce corps qui peut être malmené par certains traitements, parfois rejeté, et dont vous pouvez vous sentir trahi, et avec lequel pourtant il est cependant indispensable de refaire ami-ami pour qu'il puisse devenir le réceptacle d'une grossesse. Je travaille évidemment avec un protocole de séance spécifique qui vous accompagne dans chaque étape, la stimulation ovarienne, la ponction, l'implantation, la nidation, et voilà, qui permettent de rendre le geste technique plus efficace, de faciliter par exemple parfois le passage. Donc mon approche, vous l'aurez compris, est la suivante, c'est vous permettre de former une équipe indissociable, l'équipe médicale et vous-même. Et par rapport à cela, du coup, je suis gré aux cigognes de l'espoir de ne pas vous envisager sous l'angle d'une médecine mécaniste, mais bien d'une médecine humaniste, puisque l'humain et le patient y retrouvent toute sa place. Et chacun prend sa part, est actif, partie prenante, parce qu'au final,
Au final, malgré toute la maîtrise technique de l'équipe médicale, c'est bien au creux de votre corps que ça se passe. Et c'est votre corps qui aura le dernier mot, parce qu'à la fin, c'est votre corps qui saura se rendre suffisamment accueillant pour que la vie s'y déploie. Voilà, j'en ai terminé. Voilà, si vous avez des questions, même chose, vous pourrez...